Depuis des années, un des hommes les plus fortunés et influents de Provence observait sa fille autiste lutter en silence. Bien qu'il ait eu accès aux plus grands médecins, thérapeutes et spécialistes que son argent pouvait s'offrir, nul ne saisissait véritablement sa souffrance. On écartait ses symptômes. On ignorait son comportement. Même ses appels au secours demeuraient inaudibles jusqu'à ce qu'un jour, le jeune fils d'un ouvrier, un garçon humble et sans formation, pose un geste qui allait bouleverser tout le monde et transformer leurs existences à jamais. Avant que nous continuions ce récit, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Ah, et dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez. Nous aimons beaucoup le savoir. Stéphane Mercier, un milliardaire au succès retentissant, connu dans toute la Provence pour son empire immobilier, possédait tout ce que l'argent pouvait acquérir. Il gérait des centaines d'employés, supervisait d'innombrables chantiers et concluait des contrats de plusieurs millions d'euros chaque semaine. Pourtant, face à sa fille de 7 ans, Manon, Stéphane se sentait invariablement démuni. Depuis le diagnostic d'autisme sévère posé à ses 4 ans, Stéphane peinait à créer le moindre lien tangible avec elle. Manon ne parlait quasiment pas, fuyait son contact et ne croisait jamais son regard. La plupart du temps, elle choisissait de s'isoler pendant des heures, absorbée dans ses pensées, indifférente à son entourage. Stéphane avait beau avoir recruté les plus grands spécialistes et des gouvernantes à plein temps, rien ne semblait pouvoir abattre la cloison invisible les séparant. Son entourage percevait le comportement de Manon comme quelque chose d'étranger, d'insaisissable, et avait fini par baisser les bras. Souvent, Stéphane l'observait en silence, ne sachant comment agir, se sentant étranger à sa propre chair. Sa fortune et sa réussite ne pouvaient rien réparer de la fracture au sein de son foyer, et cette réalité cuisante ne le quittait jamais. Un matin, cependant, la routine fut brisée. L'école de Manon était fermée à l'improviste, et sa nounou avait appelé pour se dire souffrante. Stéphane n'avait aucun plan B. Des rendez-vous importants l'attendaient. Sa journée était surchargée. Mais il ne pouvait se résoudre à laisser sa fille seule. Après une longue hésitation, il prit une décision inhabituelle. Il emmena Manon avec lui sur l'un de ses chantiers en activité. Il pensait qu'elle pourrait patienter dans la voiture avec sa tablette ou s'asseoir sagement dans la cabane de chantier. Or, dès leur arrivée, Manon manifesta un malaise évident. Son corps s'était raidi, son regard inquiet balayait les lieux, et elle refusait de tenir en place. Stéphane était désemparé. Il tenta de lui adresser la parole, sans obtenir de réponse. Les ouvriers alentour lui jetaient des regards interrogateurs, ne sachant quelle attitude adopter face à la présence d'une enfant comme Manon dans un lieu si bruyant et effervescent. Stéphane sentait déjà la frustration le gagner, se jugeant mal préparé à cette situation. Au même moment, la respiration de Manon se modifia, et son expression changea d'une façon qu'il ne parvint pas à interpréter. Tandis que Stéphane s'efforçait de conclure un appel téléphonique tout en surveillant sa fille du coin de l'œil, l'état de Manon semblait empirer. Elle était devenue pâle et moite. Elle se mit à se balancer d'avant en arrière, les bras plaqués contre son torse. Stéphane ne perçut pas la gravité de la situation, supposant qu'elle était simplement submergée par cet environnement étranger. Le chantier était un maelstrom de sons, de machines, de cris, de camions manœuvrant, une surcharge sensorielle pour elle. Mais avant que Stéphane ait pu esquisser un geste, un autre le devança. Léo Dubois, un garçon de 12 ans qui traînait souvent sur le site où son père travaillait, se trouvait non loin. À la différence des adultes, Léo perçut une anomalie. Il étudia Manon avec attention et comprit qu'elle n'était pas seulement mal à l'aise, elle était en détresse. Il vit son instabilité, son regard perdu. Sans la moindre hésitation, il s'avança vers elle. Manon semblait sur le point de défaillir. Léo n'attendit ni permission ni intervention adulte. Il courut vers une brouette adossée à une pile de briques. Elle était couverte de poussière et légèrement rouillée, mais elle ferait l'affaire. Il revint en toute hâte près de Manon, s'accroupit et l'aida avec douceur à s'y installer. Il prit soin de ne pas la brusquer, lui parlant à voix basse, bien qu'elle ne réagisse pas. Stéphane aperçut alors le garçon, perplexe. Mais avant qu'il ait pu l'interpeller ou le questionner, Léo s'était déjà élancé, poussant la brouette à vive allure sur les sentiers de terre accidentés du chantier. Les ouvriers suspendirent leur travail pour le regarder filer. Stéphane resta pétrifié un instant, sidéré par cette scène surréaliste. Puis il comprit que la situation était sérieuse et se lança à leur poursuite. Léo ne s'arrêta pas. Son esprit était fixé sur un seul objectif, la faire soigner.
L'hôpital le plus proche n'était pas très loin, à quelques rues de là, mais le trajet était semé d'embûches. Léo manœuvra la brouette avec difficulté par-dessus les bosses et les cailloux, s'efforçant de la garder stable pour ne pas blesser Manon. Elle haletait, la tête ballottante, les yeux mi-clos. Le garçon ignorait la nature exacte de son mal, mais il savait qu'un médecin était indispensable. La sueur perlait sur son front, mais il ne faiblit pas. Quand ils débouchèrent devant l'entrée de l'hôpital, une infirmière les avisa et accourut, stupéfaite. Un enfant arrivant avec une autre enfant dans une brouette. Léo expliqua d'une traite qu'elle était malade et avait besoin d'aide. L'équipe médicale prit aussitôt les choses en main, déposant Manon sur un brancard et l'emmenant en urgence. Stéphane arriva quelques instants après, à bout de souffle, le cœur battant la chamade. Il voulut parler, mais les mots lui manquaient. On emmenait sa fille, et il n'avait pris la mesure du danger que lorsqu'il était presque trop tard. Une fois les médecins partis avec Manon, Stéphane resta devant l'entrée, observant les portes automatiques se refermer. Il se tourna enfin vers Léo, qui reprenait sa respiration un peu plus loin. Les habits du garçon étaient souillés, il semblait exténué, mais il ne se plaignit ni ne chercha la moindre reconnaissance. Stéphane lui demanda son nom, et Léo répondit sobrement qu'il était le fils d'un des ouvriers. Il n'attendait aucune louange. Il avait simplement vu une personne en difficulté et avait agi selon son instinct. Stéphane resta muet un instant. Jamais, en des années passées à ériger des bâtiments et à gérer des projets d'envergure, n'avait-il été témoin d'une telle présence d'esprit et d'un tel altruisme, surtout de la part d'un enfant. Les ouvriers qui les avaient rejoints se tenaient en silence, encore sous le choc des événements. L'état de Manon était en cours d'évaluation, et nul ne savait encore rien de précis. Une seule certitude s'imposait, sans l'intervention de Léo, les conséquences auraient pu être dramatiques. Ce jour-là, une fissure apparut dans les certitudes de Stéphane, une brèche qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Stéphane demeura à l'hôpital, attendant des nouvelles pendant l'examen de Manon. Les heures s'écoulèrent, et durant tout ce temps, l'image de Léo ne le quitta pas. Ce garçon avait décelé ce que des adultes formés n'avaient pas vu. Il avait agi avec plus de célérité et de courage que quiconque. Cet élan de bonté était inattendu, surtout dans un univers où dominaient le labeur et l'efficacité. Mais Léo avait infléchi le cours de cette journée, et peut-être même celui de l'avenir de Manon. Stéphane songea à quel point il connaissait mal sa propre fille, à quel point il s'était éloigné. Il pensa à l'indifférence générale qui entourait Manon, à la façon dont on balayait ses réactions, les attribuant à un caractère difficile. Mais Léo, lui, ne l'avait pas ignoré. Il l'avait vu. Il lui avait accordé son attention. Cela changeait tout. Et Stéphane, assis dans cette salle d'attente, les chaussures encore couvertes de la poussière du chantier, sut que cet événement venait de faire basculer sa vie. À l'hôpital, Stéphane était assis sur une chaise en plastique inconfortable, devant les portes du service des urgences, en proie à un sentiment d'inutilité totale. Médecins et infirmières s'activaient autour de lui, échangeant dans un jargon médical qui lui échappait. Manon se trouvait quelque part derrière ses portes closes, entre les mains des soignants. Son esprit rejouait en boucle les dernières heures, cherchant un sens à ce chaos. Enfin, un médecin s'approcha et lui expliqua la situation. Manon souffrait d'une appendicite aiguë débutante. L'affection était sérieuse, sans une intervention rapide, l'issue aurait pu être fatale. Le médecin planta son regard dans celui de Stéphane et déclara, « La personne qui l'a amené lui a sauvé la vie. » Ces mots résonnèrent douloureusement en Stéphane. Une chape de plomb semblait s'être abattue sur sa poitrine. Il était son père. Il était là, juste à côté d'elle. Comment n'avait-il rien vu? Comment les signes lui avaient-ils échappé? Manon avait manifestement tenté de communiquer son mal-être, non par la parole, mais par son corps. Et lui, il était passé complètement à côté. Lui, qui aurait dû la comprendre mieux que personne. Stéphane tentait d'assimiler les explications du médecin, mais ses pensées vagabondaient. Milliardaire habitué à résoudre les problèmes avec une efficacité redoutable, il ne parvenait pas à comprendre son échec sur un plan aussi essentiel, prendre soin de sa propre enfant. Apercevant une infirmière, il l'aborda pour en savoir plus. Elle lui assura que Manon se remettrait, grâce au petit garçon au t-shirt jaune sali. Stéphane identifia immédiatement Léo. L'image s'imposa à lui, nette et cruelle, le garçon courant avec la brouette, transportant Manon, tandis que tous les autres restaient passifs.
L'infirmière continua sur sa lancée, vantant la réactivité de Léo et soulignant que bien des adultes n'auraient pas aussi bien agi. Stéphane ne trouva rien à répondre. Il se contenta d'acquiescer et de la remercier. Intérieurement, pourtant, il était submergé par un flot d'émotions contradictoires. La gratitude, bien sûr, mais aussi la honte. Depuis des années, il avait confié Manon à des professionnels, thérapeutes, éducateurs, médecins. Il avait bâti une existence entourée d'experts. Et pourtant, aucun d'eux n'avait été là pour elle au moment crucial. Plus tard, Stéphane chargea quelqu'un de l'hôpital de se renseigner sur Léo. L'information ne tarda pas. Léo était le fils d'un certain Nicolas Dubois, un des ouvriers de ses chantiers. Stéphane fut abasourdi. Léo n'avait aucune formation médicale, aucune spécialisation en éducation. Il n'était aucun des multiples spécialistes que Stéphane avait rémunérés au fil des ans. Et pourtant, il avait été le seul à percevoir la détresse de Manon. Cette révélation le frappa de plein fouet. Stéphane tenta de se rappeler le début de la crise de Manon. Elle était moite, pâle, silencieuse. Rien d'inhabituel pour elle, qui avait toujours peiné à verbaliser son inconfort. Par conséquent, son entourage, lui compris, avait conclu qu'elle était simplement dans son état normal. C'était faux. Elle tentait de communiquer. Son silence n'était pas un vide, il était chargé de sens. Et Léo, sans diplôme ni salaire, l'avait décrypté mieux que quiconque. Cette prise de conscience amena Stéphane à reconsidérer toute sa perception. Il songea à la manière dont Manon était traitée, y compris par lui-même. Depuis des années, on gérait son état comme un problème. Il finançait des thérapies, achetait des jouets sensoriels, aménageait des espaces dédiés dans leur maison. Mais en vérité, il avait érigé un mur autour d'elle, au lieu de chercher à franchir celui qu'elle avait elle-même bâti. Il avait délégué la tâche de la comprendre. Il l'avait considérée comme un dossier complexe, et non comme sa fille. Et voilà qu'un garçon issu d'un milieu modeste, qui n'avait sans doute jamais lu un seul ouvrage sur l'autisme, avait démontré plus de connexion et d'empathie en quelques minutes que lui en plusieurs années. Plus il y songeait, plus la honte l'envahissait. Il ne s'agissait pas seulement de l'incompréhension dont Manon était victime. Il s'agissait du fait que des gens comme Léo n'étaient pas censés détenir la clé, et pourtant, dans ce cas précis, il la détenait sans conteste. La réflexion de Stéphane s'étendit aux réactions de l'entourage de Manon au fil des ans. Une gêne palpable, un malaise silencieux. Ne sachant comment se comporter, les gens prenaient leur distance. Même certains professionnels semblaient plus attachés à contrôler ses comportements qu'à les comprendre. On interprétait son silence comme une absence, ses gestes comme des mouvements désordonnés. Mais Manon s'était exprimée depuis le début, à sa façon. Simplement, personne n'avait écouté. On présumait qu'elle n'était pas consciente, pas capable de communiquer quoi que ce soit de pertinent. Stéphane réalisait maintenant que ce mode de pensée relevait de plus que la simple ignorance. C'était une forme de préjugé, une discrimination feutrée et polie, née non pas de la haine, mais de l'indifférence. Personne, y compris lui, n'avait fait l'effort de voir qui elle était vraiment. Et c'est cela qui le rongeait. Il ne l'avait pas vue. Il l'avait regardée, certes, mais sans la voir. Et le prix de cet aveuglement avait failli être exorbitant. Stéphane quitta la chambre de Manon après s'être assuré de son état. Elle dormait, reliée à des appareils, mais son état était stable. Il s'immobilisa dans le couloir, perdu dans ses pensées. Il sentait qu'une part de lui avait irrévocablement changé. Ce n'était pas seulement l'urgence médicale. C'était d'avoir été confronté à une vérité trop longtemps niée. La vérité sur Manon, sur lui-même, et sur le traitement réservé aux personnes comme elle, souvent ignorées, oubliées, incomprises. Et il avait fallu l'intervention d'une personne totalement étrangère à son univers pour que cette vérité lui éclate au visage. Léo avait accompli un acte héroïque. Mais au-delà de ça, il avait accompli un acte profondément humain. Il avait montré de l'empathie, sans jugement ni hésitation. Stéphane comprenait désormais qu'aucune fortune, aucune éducation ne pouvait se substituer à un tel instinct. Il éprouvait de la gratitude envers Léo, mais aussi un profond malaise. Gratitude de savoir Manon saine et sauve. Malaise de constater qu'il avait fallu ce drame pour enfin lui ouvrir les yeux. Et il devrait désormais vivre avec cette nouvelle conscience et trouver la voie à suivre. Suite à l'intervention chirurgicale de Manon,
les médecins annoncèrent à Stéphane qu'une hospitalisation d'une semaine serait nécessaire. Son organisme avait besoin de temps pour se rétablir, et une surveillance étroite était requise pour parer à toute complication. La chambre était d'une propreté aseptisée, meublée de l'équipement hospitalier standard, des moniteurs émettant des bips réguliers, des perfusions et un petit lit à barreaux. Manon y reposait, les yeux le plus souvent clos, quasi inerte face à son environnement. Les infirmières tentaient de lui parler, des thérapeutes se présentaient avec douceur, posant des questions simples ou lui tendant des jouets, mais Manon restait mutique. Elle ne les regardait pas, n'accusait pas réception de leur présence. C'était comme si elle s'était enfoncée plus profondément encore dans sa carapace, inaccessible. Stéphane veillait à ses côtés chaque jour, le plus souvent en silence. Il observait chaque professionnel déployer ses techniques, celles pour lesquelles il avait tant dépensé. En vain. Manon restait à distance. Stéphane se sentit à nouveau impuissant, assis près d'elle, espérant une éclaircie qui ne venait pas. C'est alors qu'il songea à appeler Léo. Stéphane n'était pas certain de sa décision, mais il chargea l'un de ses assistants de joindre Nicolas Dubois, le père de Léo, pour savoir si le garçon pouvait rendre visite à Manon à l'hôpital. Nicolas consentit sans la moindre hésitation. Le lendemain après-midi, Léo pénétra dans la chambre d'hôpital, vêtu d'une chemise propre, une petite chose dans sa poche. Manon était allongée sur le côté, le regard fixé sur le mur, le corps immobile et silencieux. Elle ne réagit pas tout de suite, mais lorsque Léo s'avança lentement et se posta près de son lit, un événement se produisit. Manon tourna la tête et le fixa. Ce ne fut pas un regard fugace. Ses yeux s'ancrèrent dans les siens, suivant ses mouvements. Puis, à la stupéfaction générale, elle esquissa un geste de la main dans sa direction. Un mouvement infime, mais qui voulait tout dire. Stéphane, assis non loin, retint son souffle. Jamais il n'avait vu sa fille agir ainsi avec quiconque. Ni avec lui, ni avec les médecins, ni avec les thérapeutes. Il observait la scène, n'osant même pas respirer trop fort. Léo remarqua sa main et glissa la sienne dans sa poche. Il en tira un vieux yo-yo rouge. L'objet était marqué par le temps, sa peinture écaillée, mais il fonctionnait encore. Sans un mot, Léo se mit à jouer, laissant le yo-yo descendre et remonter dans un mouvement régulier et hypnotique. Il ne s'adressa pas à Manon, ne tenta aucune interaction forcée. Il se contenta de jouer, concentré sur la cadence. Le regard de Manon se verrouilla sur le mouvement. Elle le suivit avec une attention soutenue, scrutant les allées et venues du yo-yo. Son visage resta d'abord impassible, puis, après quelques instants, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il fut bref, mais authentique. Stéphane le vit. Cet instant, le sourire de sa fille, le bouleversa plus profondément que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Il avait si longtemps tenté de susciter une réaction de sa part, de percer sa muraille de silence. Il avait dépensé des fortunes, engagé des experts, fait construire des pièces sur mesure dans leur maison. Et voilà qu'un jeune garçon, sans la moindre formation, venait de réussir là où tous avaient échoué. Stéphane se laissa retomber dans son fauteuil, les observant. Il resta silencieux, ne voulant pas briser le charme. Manon était calme, concentrée, détendue, un état d'une extrême rareté pour elle, même dans les circonstances les plus favorables. Léo ne chercha pas à la toucher ni à lui parler outre mesure. Il se contenta de rester là, à lui montrer son yo-yo, variant les figures et guettant ses réactions. À un moment, elle émit un léger fredonnement, ce qu'elle faisait souvent lorsqu'elle se sentait en sécurité. Stéphane reconnut ce son. Il signifiait qu'elle n'avait pas peur. Le garçon joua encore un peu avant de ranger son yo-yo et de prendre congé. Manon ne dit rien, mais son regard le suivit jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. Stéphane raccompagna Léo dans le couloir et le remercia à voix basse. Léo se contenta d'un signe de tête et rejoignit son père qui l'attendait. De retour dans la chambre, Stéphane contempla Manon, qui reposait désormais paisiblement. Cette unique visite avait changé quelque chose en elle, avait touché une corde que personne d'autre n'avait su faire vibrer. Plus tard dans la nuit, Stéphane resta à l'hôpital auprès de Manon, bien qu'il eût pu rentrer chez lui. La chambre était plongée dans la pénombre, seule une petite veilleuse éclairait le chevet de son lit. Elle dormait, sa respiration lente et régulière. Stéphane se rassit dans le fauteuil, ressassant les événements de la journée. L'image de ce moment ne le quittait pas, Manon tendant la main, Manon souriant.
Il songea à toutes ses tentatives infructueuses de nouer un contact avec elle, et à l'inanité de sa fortune face à ce défi. Des thérapeutes au CV impressionnant, des outils d'apprentissage sensoriel, des traitements onéreux. Rien n'avait eu l'efficacité de la simple présence d'un garçon de 12 ans. Stéphane se pencha, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans le vague. S'était-il trompé de direction depuis le début? Avait-il trop misé sur ce qu'il pouvait acheter, au détriment de ce dont Manon avait réellement besoin? Avait-il oublié que le lien ne s'achète pas avec des diplômes ou de l'argent, mais se tisse avec de l'attention, de la patience et de la présence? Il se leva et entra dans la petite salle de bain attenante. Il alluma et se contempla dans le miroir. Ses yeux étaient cernés. Son visage lui parut plus vieux que dans son souvenir. Il scruta son reflet, cherchant à comprendre la métamorphose qui s'opérait en lui. Quelque chose était différent. Non pas un nouveau diagnostic ou un événement spectaculaire, mais la confrontation brutale avec la vérité. Il avait échoué à comprendre sa fille au niveau le plus élémentaire. Non par manque d'amour, mais par excès de confiance dans les systèmes, les professionnels, les plans établis. Il avait tenté de tout résoudre par l'argent, croyant que cela suffirait. Ce n'était pas le cas. Face à son reflet, il se l'avoua enfin. Tout l'or du monde ne pouvait combler le fossé qui le séparait de Manon. Un fossé creusé par son incapacité à la voir telle qu'elle était. Et maintenant, grâce à un instant fugace dans une chambre d'hôpital, il savait qu'il devait changer. Stéphane ne pouvait ignorer ce qui s'était produit à l'hôpital. Il ne pouvait faire comme si la visite de Léo n'avait pas eu un impact tangible sur Manon. Sa réaction avait été sans équivoque, différente de tout ce qu'elle avait jamais montré. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un signe. Stéphane prit donc une décision. Il remercierait Léo personnellement, non seulement par des mots, mais par un geste de respect. Il contacta le père de Léo, Nicolas Dubois, l'un des ouvriers ayant travaillé sur ces chantiers, et les invita tous deux à déjeuner dans sa grande maison de campagne en Provence. C'était une vaste demeure contemporaine aux murs de verre, au plafond haut, avec un jardin impeccable. Le genre de lieu où tout respire le luxe et la quiétude. Lorsque Stéphane fit part de son projet à Valérie, son ex-femme et mère de Manon, sa réaction fut épidermique. Elle était hors d'elle. Elle refusait que ce qu'elle nommait, ces gens-là, approchent sa fille. Elle jugeait l'idée inappropriée, superflue, voire risquée. Mais Stéphane tint bon. Il lui expliqua calmement que sa décision était prise et que la visite aurait lieu. Valérie argumenta toute la matinée, soulevant toutes les objections possibles, la sécurité, la routine de Manon, le fossé social, et même l'image publique. Stéphane l'écouta, mais ne céda pas. La scène de l'hôpital était gravée en lui. Manon avait réagi à Léo. Cette simple vérité primait sur toutes les conventions et barrières sociales. À l'arrivée de Léo et Nicolas, Valérie leur adressa un salut glacial et contraint avant de s'éclipser dans le salon. Stéphane les accueillit sur le perron. Nicolas portait des vêtements simples mais propres. Léo, en chemise et jean, observait les lieux en silence, visiblement intimidé par l'immensité et le luxe de l'endroit. Stéphane les guida vers la salle à manger, une pièce baignée de lumière où une longue table en bois était dressée. Manon était déjà installée, le visage impassible comme à son habitude. Le repas, préparé par le personnel de maison, était raffiné mais sans ostentation, pour ne pas créer de malaise. Ils prirent place, et un silence s'installa. Pendant le déjeuner, la conversation s'engagea timidement. Stéphane questionna Nicolas sur son travail, l'écoutant avec un respect non fin. Léo parlait peu, mais répondait posément lorsqu'on s'adressait à lui. Manon, assise face à Léo, ne le quitta pas des yeux. Elle ne paraissait ni nerveuse ni contrariée. Son corps était calme, et son regard suivait chacun de ses gestes. À un moment, Léo s'en aperçut et lui fit un petit signe de la main. Elle ne lui rendit pas son salut, mais émit un son doux, une sorte de murmure, sans le lâcher du regard. Stéphane le remarqua. Il ne dit rien, mais il nota. Quelques minutes plus tard, Léo sortit de sa poche le même yo-yo et se mit à faire des figures, comme à l'hôpital. L'attention de Manon fut immédiatement captée, ses mains se mirent à tapoter la table en rythme avec le yo-yo. Nicolas parut étonné, et même Valérie, de l'autre côté de la pièce, tourna la tête, intriguée par cette interaction. Manon n'était pas une simple observatrice. Elle participait, à sa manière.
Un tel niveau d'engagement était exceptionnel pour elle. Stéphane sentit à nouveau une transformation s'opérer en lui. Valérie se leva, clairement mal à l'aise. Elle s'approcha de Stéphane et lui glissa à l'oreille que la visite avait assez duré. Manon avait une séance de thérapie et devait se reposer. Stéphane secoua la tête et répondit calmement que Manon allait bien et que cette visite était cruciale, mais Valérie n'en démordit pas. Elle retourna à table et annonça qu'il était temps de conclure. C'est à cet instant que Manon réagit. Son corps se crispa. Elle poussa un cri plus fort qu'auparavant, une protestation sonore. Puis elle tendit le bras vers Léo par-dessus la table, s'étirant au maximum. Sa main tremblait légèrement, et elle émit un autre son, presque une supplique. L'atmosphère se figea. Stéphane dévisagea sa fille, abasourdi. Elle n'avait jamais fait une chose pareille. Valérie semblait déconcertée, hésitante. Léo resta immobile, soucieux de ne pas envenimer la situation. Mais il était évident que Manon ne voulait pas qu'il parte. Sa réaction n'avait rien d'aléatoire ou d'insensé. Elle tentait de communiquer. Elle demandait, à sa façon, que Léo reste. Stéphane s'approcha lentement et s'agenouilla près de Manon. Il lui toucha le bras et prononça son nom. Elle garda les yeux fixés sur Léo. Sa respiration était saccadée, son corps agité de légers tremblements, non de peur, mais de frustration. Stéphane se tourna vers Valérie et déclara avec fermeté, « Elle veut qu'il reste. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Nicolas, puis Léo, puis à nouveau Manon. La situation lui échappait totalement. Sa fille, si peu interactive d'ordinaire, était visiblement bouleversée à l'idée de voir ce moment prendre fin. Stéphane se releva et invita Léo et Nicolas à rester plus longtemps. Valérie croisa les bras et quitta la pièce sans un mot de plus. Le silence plana quelques instants. Puis Léo, ne sachant que faire, se rassit et montra à Manon une nouvelle figure de yo-yo. Le corps de la fillette se détendit aussitôt. La tension retomba. Stéphane resta à proximité, épiant chaque micro-mouvement, comprenant la situation mieux que jamais. Ce qui se déroulait sous ses yeux était bien réel, et ne pouvait être nié. Le reste de l'après-midi, la visite se prolongea. Il n'y eut ni conversation profonde ni révélation spectaculaire, mais l'instant était empreint d'une signification paisible et évidente. Manon resta près de Léo, l'observant, tendant parfois la main ou émettant de petits sons. Léo n'imposa rien. Il n'essaya ni de lui enseigner quoi que ce soit, ni de la réparer. Il était simplement là, à ses côtés, avec patience. Nicolas resta discret, échangeant quelques mots avec Stéphane, mais se tenant globalement à l'écart. Stéphane prit conscience d'une chose essentielle. Il ne s'agissait ni d'éducation, ni de milieu, ni de revenus. Il s'agissait de présence, d'attention, et de la capacité à voir l'autre pour ce qu'il est. Léo possédait ce don, et pour une raison inconnue, Manon y était sensible. Le fossé entre leurs deux mondes, celui des riches et celui des modestes, des experts et des profanes, n'avait plus aucune importance dans cette pièce. Seule comptait la réaction de Manon. Et à cet instant, Stéphane comprit une vérité plus profonde encore. Toutes les barrières sociales que Valérie s'était efforcée de maintenir étaient futiles face à cette évidence, Manon avait besoin de Léo. Ce simple fait était plus puissant que le statut, les règles ou les attentes. Rien d'autre ne comptait vraiment. Valérie, à contre-cœur, consentit à ce que Léo revienne pour des visites supervisées avec Manon. L'idée lui déplaisait, mais elle ne pouvait réfuter ce qu'elle avait elle-même constaté. La réaction de Manon lors du déjeuner était un fait indéniable. Néanmoins, Valérie précisa qu'elle assisterait à chaque visite et observerait tout attentivement. Elle confia à Stéphane sa méfiance et lui rappela que Manon était fragile, vite dépassée, et ne devait pas servir de cobaye. Stéphane n'argumenta pas. Il se contenta de dire que si Manon continuait à bien réagir, l'expérience méritait d'être poursuivie. Lorsque Stéphane offrit de rémunérer Léo pour son temps et ses efforts, le garçon parut gêné et refusa. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent, dit-il. J'ai simplement vu qu'elle avait besoin d'aide. » Cette réponse étonna Stéphane. Il n'avait pas l'habitude qu'on refuse son argent, mais Léo ne semblait motivé par rien d'autre que le bien-être de Manon. Cela renforça la confiance de Stéphane, et peu à peu, les visites s'inscrivirent dans leur routine hebdomadaire. Valérie restait à proximité à chaque visite de Léo, scrutant la scène. Au début,
Elle maintenait une distance froide. Assise à l'autre bout de la pièce, les bras croisés, elle prenait parfois des notes ou intervenait si elle jugeait une situation inappropriée. Mais ce qu'elle observa la déstabilisa. Manon commença à manifester des changements, modestes mais significatifs. Elle mangeait avec plus de concentration et moins de réticence. Pendant les repas, il lui arrivait de tourner le regard vers la personne qui parlait. Lorsque Léo lui donnait des consignes simples comme « donne-moi le cube » ou « touche le rond rouge », Manon, après une hésitation, s'exécutait. Ses réactions étaient lentes, mais elles existaient. Stéphane se mit à filmer ses progrès, montrant les courtes vidéos à certains des thérapeutes de Manon. Eux-mêmes furent surpris. Ils ne s'expliquaient pas cette soudaine ouverture, cette présence accrue. Valérie restait méfiante, mais ne pouvait ignorer les résultats. Ce n'était pas une simple coïncidence. La présence de Léo avait manifestement déverrouillé une part de Manon restée trop longtemps silencieuse. Un après-midi, Valérie prolongea sa présence et observa plus attentivement. Elle étudia l'approche de Léo, qui n'imposait jamais rien. Il ne parlait ni trop fort, ni trop bas. Ses gestes étaient prévisibles. Il savait attendre lorsque Manon avait besoin de temps et ne montrait aucune frustration face à une absence de réponse. Il ne la traitait pas comme une enfant déficiente, mais comme une personne à part entière. Le soir même, Valérie s'installa devant son ordinateur et fit des recherches sur les méthodes d'interaction sensorielle alternatives. Elle lut des articles sur la stimulation visuelle rythmée, les mouvements répétitifs, les modes de communication non verbale. Ce n'était pas de l'empirisme. Il y avait une base scientifique. À mesure qu'elle approfondissait ses lectures, sa perception changea. Elle comprit que la connexion de Léo avec Manon ne relevait ni de la magie ni du hasard. C'était un phénomène réel et documenté. Des gens utilisaient ces stratégies depuis des années. La différence, c'est que Léo les avait intégrées intuitivement, sans formation, et les appliquait d'une manière qui faisait sens pour Manon. Peu à peu, le respect remplaça le doute chez Valérie. Poussée par la curiosité, Valérie demanda un jour à Léo comment il savait comment s'y prendre avec Manon. Sa réponse fut laconique, « Mon grand frère est autiste aussi. J'ai grandi en l'observant. J'ai appris à son contact. » Cet aveu éclaira tout. Léo ne suivait pas un manuel ni ne récitait des conseils. Il puisait dans son vécu. Il avait côtoyé au quotidien une personne semblable à Manon. Il déchiffrait les signaux subtils que les autres ne voyaient pas, une crispation des doigts, un léger son d'anxiété, un regard qui réclame de l'espace. Léo expliqua que sa famille n'avait pas les moyens de payer des thérapies onéreuses. Ils avaient donc appris à communiquer à leur manière, par l'observation, l'écoute et la patience. Cette révélation fut un choc pour Valérie. Elle avait passé des années à courir après les meilleurs outils, les derniers spécialistes, les méthodes les plus pointues. Mais ce qui avait le mieux fonctionné pour Manon n'avait rien à voir avec tout cela. C'était la présence de quelqu'un qui savait la voir, non par formation, mais par expérience de vie. En apprenant cela, Stéphane sentit lui aussi un changement s'opérer. Pendant presque toute la vie de Manon, il avait tenté de tout résoudre par les moyens matériels. Il avait engagé les meilleurs thérapeutes, consulté des sommités à l'étranger, payé les soins les plus coûteux. Mais jamais il ne s'était arrêté pour apprendre, lui. Il avait toujours délégué les aspects les plus difficiles. Voir Léo, un enfant sans argent ni bagage académique, parvenir à comprendre Manon d'une manière qui lui était inaccessible, amena Stéphane à s'interroger sur son propre rôle, ou son absence de rôle, dans le développement de sa fille. Loin de se braquer, il se sentit humble. Il se mit à poser des questions. Il s'assit plus près pendant les visites. Il demanda à Léo la signification de certaines réactions. Il tenta de reproduire les mêmes exercices. Au début, il était hésitant, craignant de mal faire. Mais peu à peu, il commença à comprendre. Manon se mit à lui répondre, à lui aussi. Pas comme avec Léo, mais suffisamment pour lui montrer qu'elle le remarquait. Pour Stéphane, c'était un commencement, un premier pas pour devenir plus que celui qui signe l'échec. Les visites se poursuivirent, semaine après semaine, Manon progressa. Elle ne se mit pas à construire des phrases complètes ou à étreindre les gens, mais elle manifesta des signes de connexion. Elle répétait des syllabes douces comme « ma » et « hello ». Elle accordait de brefs regards quand on lui parlait. Elle alla même jusqu'à tenir un crayon et à tracer de petites marques sur une feuille pendant que Léo dessinait à côté d'elle.
Pour une enfant comme Manon, ces avancées étaient immenses. Valérie observa ces changements et passa de la critique à la participation. Elle demanda à Léo ce qui fonctionnait et se joignit à certaines activités. L'atmosphère dans la pièce s'apaisa. Ce qui avait débuté comme des visites contraintes et surveillées se mua en moments de partage serein. L'attitude de Léo resta inchangée. Il demeura calme, concentré et bienveillant. Il ne cherchait rien à prouver. Il était simplement là pour Manon. Et grâce à cela, un pont se créa, non seulement entre Manon et le monde extérieur, mais aussi entre les adultes. Pour la première fois, Valérie, Stéphane et Léo œuvraient de concert vers un même but. Ils ne se contentaient plus de gérer Manon. Ils apprenaient à la voir, et elle, enfin, était vue. Un soir d'orage, le ciel s'était chargé de nuages noirs et une pluie diluvienne s'abattait sur la région. Les échos du tonnerre grondaient au loin tandis que Valérie, debout près de la fenêtre, tenait son téléphone. Elle venait d'annuler la visite de Léo. Elle se persuadait que c'était dans l'intérêt de Manon, que la météo était trop mauvaise et que la journée n'était pas propice aux visites. Mais au fond d'elle, une part de son malaise persistait face à la proximité croissante entre Léo et sa fille. Elle entra dans le salon et annonça d'une voix calme à Manon, assise par terre au milieu de quelques jouets, « Léo ne vient pas aujourd'hui. » Manon ne réagit pas sur le coup. Elle resta le regard fixé au sol, en silence, mais au bout de quelques minutes, sa respiration s'altéra. Elle se mit à se balancer doucement. Puis, subitement, elle poussa un cri strident. Valérie se pétrifia. Manon bascula sur le côté, hurlant de plus belle, pleurant à chaudes larmes et martelant le sol de ses poings. C'était une crise violente, assourdissante, intense et déchirante. Stéphane accourut et comprit immédiatement que la situation était grave. Il tenta de calmer Manon, sans succès. Il s'agenouilla près d'elle, répétant son nom d'une voix douce. Elle ne réagissait pas. Son visage était écarlate, inondé de larmes. Elle émettait des sons rauques et douloureux qui emplissaient la pièce. Ses mains s'agitaient, tirant sur ses cheveux, se griffant les bras, frappant le tapis. Stéphane se tourna vers Valérie, « Que s'est-il passé ?» Valérie, visiblement ébranlée, répondit, « Je lui ai dit que Léo ne venait pas. » Stéphane n'eut pas besoin d'en savoir plus. Il saisit son téléphone et appela Léo sans attendre. « Il faut que tu viennes, je t'en prie, » dit-il d'une voix pressante. Léo n'hésita pas une seconde. Malgré le temps, il dit à son père qu'il devait y aller. L'orage dehors n'avait plus d'importance. Lorsqu'ils arrivèrent environ 25 minutes plus tard dans leur vieille Citroën 2CV, la maison résonnait encore des cris de Manon. Nicolas attendit dans la voiture pendant que Léo se précipitait à l'intérieur. À l'instant où il pénétra dans la pièce, Manon s'immobilisa. Son corps était figé, mais ses yeux le cherchaient. Puis, au milieu de ses sanglots, elle ouvrit la bouche. « Léo » articula-t-elle d'une voix forte et chevrotante. Le mot était éraillé, imparfait, mais reconnaissable. Elle essayait de dire Léo. Tous les occupants de la pièce s'arrêtèrent. Stéphane resta cloué sur place, sous le choc. Valérie porta la main à sa bouche. Jamais Manon n'avait prononcé le moindre mot, pas même un simple « maman » ou « non ». Et voilà que, dans un moment de détresse extrême, elle avait appelé Léo. Elle le répéta, plus forte encore. Léo. Léo s'approcha lentement d'elle, se déplaçant à pas feutrés, le corps bas. Il s'assit par terre près d'elle et sortit de sa poche le même yo-yo rouge. Il ne dit rien. Il se contenta de le faire danser, recréant le rythme qu'elle aimait tant. Manon se redressa, pleurant toujours, mais son corps se détendit légèrement. Elle se pencha vers lui, tendant la main. La crise s'apaisa progressivement. Ses pleurs s'estompèrent et sa respiration redevint plus calme. Elle ne le quitta pas des yeux. En l'espace de quelques minutes, le chaos avait cédé la place à une atmosphère calme et concentrée. Valérie, qui était restée près de la porte, sortit de la pièce en silence. Elle avait besoin d'un instant pour assimiler ce qui venait de se produire. Elle s'adossa au mur du couloir, respirant profondément. Une larme roula sur sa joue. Elle ne pouvait plus le nier. Léo n'était pas un simple aide. Il était la clé des progrès de Manon. Il l'avait atteinte comme personne d'autre n'avait pu le faire. Ni les thérapeutes hors de prix, ni les éducateurs spécialisés, ni même ses propres parents.
Manon avait prononcé son premier mot, et c'était son nom à lui. Stéphane rejoignit doucement Valérie et posa une main sur son épaule. Elle ne le repoussa pas. Elle le regarda et murmura « J'avais tort ». Stéphane acquiesça et répondit « La question n'est plus de savoir qui a raison ou tort. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour elle. » À partir de cet instant, les choses changèrent. Valérie cessa de s'opposer à la présence de Léo. Elle ne remit plus en question chaque visite. Elle ne se plaignit plus de ses séjours prolongés. Quelque chose en elle avait basculé. Elle acceptait que sa fille ait besoin de ce lien. Léo se mit à venir plus fréquemment après cette soirée. Son emploi du temps fut aménagé pour offrir une routine à Manon. Il venait certains jours après l'école, d'autres le week-end. Le personnel de maison s'adapta sans discuter. Ils avaient été témoins de son influence bénéfique. Même la thérapeute attitrée de Manon commença à assister aux séances, prenant des notes et posant des questions. Au début, elle était sceptique, se demandant ce qu'un garçon de 12 ans pouvait bien lui apprendre. Mais en observant l'approche de Léo, la justesse de ses interventions, sa lecture du visage de Manon, sa capacité d'adaptation, elle dut admettre que cela ne s'apprenait pas dans les livres. L'interaction de Léo était façonnée par des années de vie avec son frère autiste. Nul besoin de lui enseigner l'attente, le calme, ou la compréhension du silence. C'était inné. La thérapeute intégra certaines de ces techniques à ses propres séances et constata une amélioration dans les réponses de Manon. Progressivement, une nouvelle structure se mit en place autour du développement de Manon, fondée sur l'empathie, la présence et une compréhension authentique, et non plus seulement sur des méthodes académiques. Malgré ces progrès évidents, Valérie dut affronter le jugement de son entourage. Ses amis de la haute société ne comprenaient pas la situation. Certaines s'étonnaient de la présence constante de ce garçon. D'autres prodiguaient des conseils non sollicités, suggérant des internats d'élite ou des spécialistes étrangers. Valérie n'entrait pas dans le débat. Elle ne donnait pas d'explication. Elle cessa simplement de se préoccuper de leur opinion. Elle avait passé des années à tenter de se conformer aux attentes, comment s'habiller, où sortir, comment élever son enfant. Mais désormais, tout cela lui était égal. Ce qui importait, c'est que Manon avait prononcé son premier mot. Ce qui importait, c'est que Manon mangeait mieux, réagissait davantage et commençait à tisser des liens avec le monde. Pour la première fois, Valérie se sentait mère, une mère qui voyait enfin son enfant. Et elle savait que sans Léo, rien de tout cela ne serait arrivé. Les tempêtes dans son esprit s'étaient apaisées. Elle avait cessé de résister au changement. Les progrès de sa fille étaient la seule preuve qui comptait. À partir de cette nuit-là, tout retour en arrière était impossible. Léo faisait désormais partie intégrante de leur vie. Un après-midi, une atmosphère étrange régnait dans la maison. C'était un de ces jours où Manon aurait dû attendre près de la fenêtre ou être assise dans son coin, les yeux rivés sur la porte, dans l'attente de l'arrivée imminente de Léo. Mais cette fois, les minutes s'égrenèrent, puis une heure passa, sans aucun signe de lui. Manon devint nerveuse. Elle arpentait la pièce, émettant de petits sons anxieux, refusant de s'asseoir ou de se concentrer. Valérie et Stéphane tentèrent de la distraire, en vain. Il n'était pas dans les habitudes de Léo de manquer une visite sans prévenir. Stéphane s'isola finalement pour appeler Nicolas, le père de Léo, espérant une explication. Quand Nicolas répondit, sa voix était lasse et éteinte. Il expliqua que Sandrine, la mère de Léo, avait été victime d'un AVC la veille. Elle était hospitalisée, inconsciente mais dans un état stable. Léo ne l'avait pas quittée depuis. La situation s'éclaira soudain. Léo ne les avait pas oubliés. Il traversait une épreuve. Stéphane remercia Nicolas et raccrocha, prenant conscience que ce garçon, qui venait en aide à leur fille semaine après semaine, avait à son tour besoin de soutien. Dès le lendemain, Manon avait régressé. Les progrès si constants des dernières semaines s'étaient évanouis. Elle refusait de s'alimenter, ne réagissait plus aux consignes simples et ne trouvait le sommeil qu'après des heures de pleurs. Elle restait assise près de la fenêtre, silencieuse, le regard vide, attendant quelqu'un qui ne viendrait pas. Stéphane comprit que le lien entre Manon et Léo n'était pas seulement spécial, il était la pierre angulaire de ses progrès. Sans lui, tout s'effondrait. Stéphane ne pouvait l'ignorer. Il se sentit une responsabilité non seulement envers Manon, mais aussi envers Léo. L'après-midi même, il se rendit à l'hôpital où était soignée la mère de Léo.
Il trouva Léo dans la salle d'attente, vêtu des mêmes habits que la veille, la tête appuyée contre le mur, visiblement à bout de force. À ses côtés, son frère autiste, Lucas, était assis, calme, absorbé dans son monde intérieur. Stéphane s'assit près d'eux sans un mot. Après quelques instants, il regarda Léo et lui demanda simplement « De quoi as-tu besoin ?» La voix de Léo était basse mais assurée. Stéphane devinait qu'il s'efforçait de tenir bon, mais que le fardeau était trop lourd pour ses jeunes épaules. Léo s'occupait désormais de son frère à plein temps, rendait visite à sa mère chaque jour et tentait de suivre à l'école. C'était une charge écrasante pour un garçon de 12 ans. Stéphane lui proposa son aide. Repas, transport, frais médicaux, n'importe quoi. Léo resta silencieux, songeur. Puis il dit « Je ne veux pas abuser ». Stéphane rétorqua avec fermeté « Il ne s'agit pas d'abus. Tu as aidé ma fille comme personne n'a jamais pu le faire. » Léo ne répondit pas tout de suite, mais son regard s'adoucit. Stéphane se pencha vers lui et insista « Laisse-moi faire quelque chose, je t'en prie. » Quelques jours plus tard, Stéphane avait tout organisé. Il libéra 2 chambres dans sa propre maison, une pour Léo et une pour son frère. Il mit à leur disposition du personnel de soutien en cas de besoin et transporta lui-même leurs affaires. Tout se fit discrètement, sans annonce, dans l'action. Valérie, informée du projet, eut un temps d'hésitation. Elle n'était pas opposée à l'idée d'aider, mais l'idée de transformer leur demeure en un lieu de vie partagé la troublait. Elle exprima ses craintes, l'intimité, la routine, l'équilibre de Manon. Stéphane l'écouta, mais lui rappela la situation actuelle. Manon ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Elle s'était à nouveau murée dans le silence. La régression avait été brutale et évidente. Puis, lors d'une brève visite de Léo pour déposer des papiers, Manon l'aperçut et courut vers lui. Spontanément, elle le serra dans ses bras. Le geste n'était ni forcé ni maladroit. Il était sincère. Puis elle leva les yeux vers lui et prononça, doucement mais distinctement, « Ami ». Valérie resta figée, abasourdie. Manon n'avait pas seulement parlé. Elle avait utilisé un mot chargé de sens. Il ne s'agissait pas de couleur ou de jouet, mais d'un lien affectif. Ce seul mot suffit à balayer les dernières réticences de Valérie. Elle regarda Léo et déclara « Vous restez. » Tous les deux. À partir de cet instant, la dynamique de la maison se transforma. Il ne s'agissait plus seulement d'aider Manon. Il s'agissait désormais d'aider Léo. Léo et son frère emménagèrent cette semaine-là, et la maisonnée s'adapta rapidement. Le personnel comprit, et même Valérie se fit à ce nouvel équilibre. Stéphane organisa le transport pour que Léo puisse continuer sa scolarité le matin. L'après-midi, Léo rentrait, s'occupait de son frère, puis passait du temps avec Manon. Mais les choses avaient changé. Léo n'était plus perçu comme un thérapeute ou un intervenant. On n'attendait plus de lui qu'il dirige des séances ou suive un protocole. Il était simplement là. Il passait du temps avec Manon comme un ami. Ils s'asseyaient ensemble dans le jardin, jouaient au cube, ou regardaient des vidéos côte à côte, et Manon refleurit. Elle se remit à répéter des sons, à pointer du doigt ce qu'elle désirait, à faire de petits choix. Elle regardait plus souvent les gens. Le lien était toujours là, plus fort que jamais. La thérapeute elle-même constata l'amélioration et continua d'observer Léo attentivement, prenant parfois des notes discrètement. Elle admit un après-midi, il y a quelque chose dans sa façon de la comprendre qui n'est dans aucun manuel. Il y eut des moments de flottement, bien sûr, des habitudes et des routines différentes, mais ils apprirent à cohabiter. Valérie se surprit à aider le frère de Léo, le guidant dans un couloir ou lui préparant un encas. Au début, cela lui parut étrange, puis cela devint naturel. Stéphane, lui aussi, changea son regard sur Léo. Il ne voyait plus seulement le garçon qui avait aidé Manon, mais un jeune homme courageux, doté d'une force tranquille. La maison devint un lieu d'harmonie. 2 mondes que tout opposait, celui du luxe et celui de la précarité, avaient fusionné. Et contre toute attente, l'alchimie fonctionnait. Ce n'était pas parfait, mais c'était authentique. Les enfants étaient au cœur de ce nouvel équilibre. Manon était heureuse. Léo était en sécurité. Son frère avait trouvé une stabilité. Et Stéphane et Valérie avaient appris une leçon inattendue, l'aide est un échange. Parfois, la personne que l'on croit secourir nous enseigne l'essentiel.
Et parfois, lorsque celui qui aide a besoin d'aide, la meilleure réponse est de lui ouvrir sa porte et de lui faire une place. Avec le temps, un phénomène inattendu se produisit au sein de la maison. Léo et son frère, Lucas, s'intégrèrent peu à peu à la famille. Non pas à la suite d'une décision formelle, mais au gré du quotidien. La maisonnée s'adapta avec une surprenante fluidité. Au début, Valérie gardait une certaine distance, polie mais réservée, ne sachant trop comment se positionner. Mais cela changea progressivement. Elle se mit à aider Léo pour ses devoirs le soir. Elle lui expliquait des notions complexes, corrigeait ses rédactions, l'aidait à préparer ses examens. Ils en furent tous deux surpris. Un soir, après qu'il eut brillamment réussi un contrôle de mathématiques, elle lui adressa un sourire sincère et un « bien joué ». C'était peu, mais c'était vrai. Elle l'encouragea aussi à poursuivre ses études, le motivant à obtenir son baccalauréat et à réfléchir à son avenir. Léo l'écoutait. Il la respectait plus qu'il ne l'aurait cru et appréciait qu'elle ne le traite jamais avec condescendance. Stéphane, de son côté, s'était lancé dans un autre projet. La création d'un fonds de soutien pour les enfants autistes de familles modestes. Inspiré par l'histoire de Léo, Stéphane consacra des semaines à la conception du fonds. Il mobilisa des professionnels, des juristes, des acteurs locaux. Il voulait bâtir une structure pérenne, capable d'aider les familles comme celle de Léo, privées d'accès aux spécialistes, aux thérapies et à un accompagnement adéquat. Il baptisa le projet « Projet Manon » et veilla à ce qu'il ne se limite pas au diagnostic, mais englobe le développement affectif, l'éducation et le soutien familial. Léo ne sut que dire la première fois qu'on lui en parla. Il se contenta d'un « c'est bien » et d'un hochement de tête. Mais Stéphane lut la fierté dans son regard. Au sein de la maison, l'évolution se poursuivait. Les trois adultes, Stéphane, Valérie et Léo, apprirent à fonctionner en équipe, chacun trouvant son rôle. Ils instaurèrent des routines pour Manon, à la fois structurées et souples. Les matinées étaient organisées, les après-midi consacrés aux activités, et les soirées dédiées au calme et au repos. Lucas, le frère de Léo, trouva également son équilibre. Il n'était pas laissé pour compte. Il disposait de son propre espace, de sa routine, et était traité avec respect et bienveillance. La maison avait changé d'âme. Ce n'était plus un simple lieu de vie, c'était un refuge. La transformation de Manon devint de plus en plus flagrante. Elle n'était plus cette fillette murée dans le silence, fuyant les regards et le contact. Elle utilisait désormais des mots, pas encore des phrases complètes, mais des mots porteurs de sens. Elle pouvait formuler des requêtes simples comme « oh »,« jouet »,« oui »,« non ». Elle tapotait la main de quelqu'un pour attirer son attention. Elle participait à des jeux sensoriels avec Léo, manipulant des cubes de couleurs, des tissus de différentes textures, des petits objets aux sonorités variées. Elle se mit même à sourire plus souvent. De petits sourires, mais authentiques. Stéphane tenait un journal vidéo, documentant ses progrès. Il les visionnait parfois la nuit, ému par le chemin parcouru. Valérie se mit aussi à prendre des notes, consignant les nouveaux mots de Manon et les comportements inédits. Les médecins qui la suivaient vinrent à la maison et furent stupéfaits. Ils consultèrent ses dossiers, comparant son état actuel à celui de quelques mois auparavant. La plupart ne parvenaient pas à expliquer ses progrès fulgurants, mais pour les habitants de la maison, il n'y avait aucun mystère. La clé n'était pas une méthode, c'était un lien. Il était désormais évident que ce qui fonctionnait ne s'apprenait pas sur les bancs de l'école. Ce n'était ni un programme thérapeutique, ni un médicament. C'était la confiance, la régularité, l'émotion. Léo n'était pas arrivé dans la vie de Manon avec des grilles d'évaluation et des plannings. Il était arrivé avec de l'empathie et de la patience. Stéphane offrait la stabilité. Valérie apportait le soin. Ensemble, ils avaient créé un environnement où Manon se sentait en sécurité et acceptée, et non plus évaluée ou contrôlée. Et elle y répondit au-delà de toutes les espérances. Sa voix s'affermit. Elle se mit à fredonner en écoutant de la musique. Elle esquissait de petits pas de danse, se balançant au rythme des mélodies. Elle accepta même le contact physique des personnes de confiance, Léo en premier lieu. Parfois, elle s'asseyait à côté de lui et posait sa tête sur son épaule, sans y être invitée. Des gestes autrefois impensables. Tout le monde le constata, y compris le personnel. On se déplaçait plus doucement, on parlait plus bas, on traitait Manon avec le même respect que n'importe quel adulte.
Sa présence avait modifié toute la dynamique de la maison. Et la vérité s'imposa, cet enfant, jadis jugé inaccessible, tissait des liens avec son entourage. Un soir, lors d'un dîner familial paisible, un événement inoubliable se produisit. Ils étaient tous à table, Stéphane, Valérie, Léo, son frère, et Manon. L'atmosphère était sereine. Le repas était simple. On échangeait sur des sujets du quotidien, l'école, les corvées, un incident amusant de la journée. Manon était d'abord restée silencieuse, jouant avec sa fourchette. Puis, sans prévenir, elle se leva. Personne ne dit rien. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle contourna lentement la table et toucha le bras de Stéphane. « Salut » dit-elle. Il écarquilla les yeux. Elle se dirigea vers Léo et répéta le geste. « Salut », puis vers le frère de Léo. « Salut ». Et enfin, vers Valérie. « Salut ». Tous étaient saisis, ne sachant s'il fallait parler ou pleurer. Manon se tourna alors vers la dernière convive, sa grand-mère, Monique Mercier, venue en visite ce jour-là. Elle marqua un temps d'arrêt, tendit la main et prononça distinctement « grand-mère ». Le mot était parfait. Ni hésitant, ni chuchoté, juste simple et direct. Un silence total s'abattit sur la pièce. Puis les larmes coulèrent. Des larmes de joie, d'étonnement, d'amour. Personne n'en croyait ses oreilles. Cet instant resterait gravé dans toutes les mémoires. Non pour son caractère spectaculaire, mais pour son authenticité. C'était la preuve que l'impossible devenait possible lorsque l'on cessait de vouloir contrôler pour commencer à comprendre. Manon avait accompli un exploit qu'aucun médecin n'aurait prédit. Elle avait manifesté de la conscience, de l'attachement et même de l'affection, par ce simple tour de table et l'usage de sa voix. Valérie essuya ses larmes et prit la main de Manon. Stéphane se leva et se réfugia dans la cuisine pour reprendre son souffle, luttant contre l'émotion. Léo resta assis, pétrifié, un léger sourire aux lèvres, le regard baissé vers son assiette. Et Manon retourna tranquillement à sa place et continua son repas, comme si de rien n'était. C'était sa nature. Nulle mise en scène, nul besoin d'attention, juste une progression, discrète et constante. L'atmosphère de la pièce s'était réchauffée. Ce dîner n'était pas seulement le jalon d'un progrès. Il confirmait quelque chose de plus fondamental. Manon ne s'améliorait pas seulement. Elle vivait, elle apprenait, elle traçait son propre chemin, entourée de ceux qui n'avaient jamais baissé les bras. Galvanisée par les événements des derniers mois, par la métamorphose de Manon, par le lien tissé entre les deux familles et par la force dont Léo avait fait preuve, Stéphane et Valérie eurent une discussion sérieuse un soir. Pour la première fois depuis des années, ils étaient d'accord. Pas de dispute, pas de débat, juste un échange sincère. Stéphane lança « Et si nous offrions à Léo plus qu'un simple soutien temporaire ? Si nous lui offrions quelque chose de durable ? Un avenir ?» Valérie réfléchit un instant, puis acquiesça. Nous lui devons plus que des remerciements. C'est ainsi que naquit l'idée d'une co-tutelle légale. Il ne s'agissait pas de soustraire Léo à sa famille ou de régenter sa vie, mais de lui offrir une protection à long terme, un accès à l'éducation, aux soins, à des opportunités qu'il n'aurait peut-être pas eues autrement. Une façon de lui dire « Tu fais partie de nous ». La décision était audacieuse, mais elle leur parut juste. Léo était déjà un membre de leur univers. Il était temps d'officialiser ce lien, pour son bien et celui de Manon. La conversation entre Stéphane et Nicolas, le père de Léo, fut chargée d'émotion. Ils se retrouvèrent dans le jardin pendant que les enfants jouaient à l'intérieur. Stéphane exposa leur projet avec calme et respect, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une dépossession. « Nous voulons simplement offrir un filet de sécurité à Léo », expliqua Stéphane. « Il a aidé notre fille d'une manière inimaginable, et nous voulons l'aider à notre tour, non par charité, mais parce qu'il fait partie de nos vies. » Nicolas baissa les yeux, visiblement touché. « Vous avez déjà fait bien plus que ce que la plupart des gens auraient fait, » dit-il. Stéphane ajouta un point crucial, « Nous ne prenons pas votre place. Nous ajoutons un soutien. » C'est tout. Plus tard, ils en parlèrent à Léo, tous ensemble. Il écouta en silence, tripotant son yo-yo. Lorsque Stéphane eut fini, Léo demanda « Vous m'avez traité comme votre famille, et maintenant vous voulez que ce soit officiel ?» Valérie sourit doucement. « Oui.
Tu as sauvé notre fille, et plus encore, tu lui as appris à vivre. Léo resta silencieux quelques secondes. Puis il hocha la tête, un peu dépassé mais reconnaissant. D'accord, dit-il. Faisons-le. La procédure impliqua des papiers, des rendez-vous, des évaluations. Mais Stéphane avait une équipe d'avocats prête à agir, et tout se déroula sans accroc. Pendant que les adultes s'occupaient des formalités, Léo poursuivait sa vie à la maison, allant à l'école, passant du temps avec Manon, s'occupant de son frère. Stéphane l'inscrivit dans une école privée réputée. Il obtint une bourse intégrale financée par une nouvelle fondation pour l'éducation créée par Stéphane. L'équipe pédagogique accueillit Léo chaleureusement et facilita son intégration. Pour la première fois, Léo eut accès à des ressources pédagogiques de qualité, à un soutien personnalisé et à des activités extrascolaires. Le début fut difficile, mais il s'adapta. Valérie l'aida à s'organiser et à acquérir des méthodes de travail. Stéphane assistait aux événements scolaires dès qu'il le pouvait. Et Manon, elle, continuait de s'épanouir. Son langage s'enrichissait de semaine en semaine. Elle construisait des phrases simples comme « je veux jouer » ou « encore jus ». Elle supportait mieux les changements de routine et acceptait même les câlins de sa grand-mère sans se raidir. L'ambiance à la maison s'allégea, empreinte d'un nouvel espoir. Tout le monde le sentait. Des mois s'écoulèrent, et Sandrine, la mère de Léo, put enfin rentrer chez elle après une longue rééducation. Elle avait retrouvé ses forces progressivement, marchait à nouveau et parvenait à gérer le quotidien avec de l'aide. Stéphane veilla à ce qu'elle ait accès à des soins et à un logement décent, et organisa même une aide à domicile dans son appartement d'un village voisin pour la soulager. Léo lui rendait visite fréquemment, emmenant son frère avec lui. Mais leur port d'attache restait la maison de Stéphane et Valérie, où les routines étaient stables et Manon s'épanouissait. Même le frère de Léo semblait plus serein. Il avait son propre espace et la maisonnée savait comment lui offrir calme et réconfort. À l'école, Léo se fit de nouveaux amis. Il s'inscrivit à un club de sciences et remporta même le 2e prix d'un concours scolaire. Ses professeurs louaient sa concentration et son leadership. À la maison, il gardait les pieds sur terre. Il ne changea pas de comportement et n'oublia jamais ses origines. Manon continuait de l'appeler « ami » et parfois « Léo », le premier mot qu'elle ait jamais prononcé. Il gardait toujours le même yo-yo, bien que Stéphane lui ait proposé de lui en offrir un neuf. La nouvelle de cet arrangement familial atypique se répandit dans les cercles de Stéphane et Valérie. Au début, il y eut des messes basses et des regards en coin. Certains critiquaient leur décision. D'autres la jugeaient étrange ou risquée, cette implication d'un garçon d'origine modeste dans leur sphère privée. Mais avec le temps, la perception évolua. Lorsque ces mêmes personnes, en visite à la maison, voyaient Manon sourire, parler et jouer paisiblement avec Léo, leurs opinions changeaient. Lors d'un gala de charité, un invité demanda même à Stéphane « C'est ce garçon dont on m'a parlé ? Celui qui a aidé votre fille ?» Stéphane acquiesça fièrement « Oui, c'est Léo. Il n'a pas seulement aidé Manon. Il a tout changé. » Peu à peu, le ton changea. Léo, autrefois le garçon anonyme au t-shirt sale, était devenu une personne que l'on admirait. Non pour sa célébrité, sa richesse ou son pouvoir, mais pour avoir accompli un acte authentique. Il avait fait preuve d'empathie. Sa bienveillance avait touché une enfant que nul autre ne pouvait atteindre. Et cela avait un sens. Même dans un monde souvent obsédé par le statut et l'apparence. La famille autrefois fracturée par les classes sociales, les rôles et les attentes étaient devenus quelque chose de radicalement nouveau. Manon n'était plus enfermée dans son monde. Elle avait une voix, au sens propre comme au figuré. Stéphane et Valérie, jadis séparés par la frustration et des priorités divergentes, avaient réappris à collaborer, non plus comme un couple, mais comme des parents. Léo et son frère avaient trouvé une stabilité et une attention qui leur avaient longtemps manqué. Et au milieu de tout cela, personne n'oubliait le point de départ, non pas un plan ou un programme, mais un garçon qui, voyant une fillette en détresse, avait décidé d'agir. Cette décision fut le déclencheur de tout le reste. Un jour, lors d'un petit déjeuner tranquille, Manon regarda autour de la table et dit doucement « Famille ». Personne ne la reprit. Personne ne commenta. Ils sourirent simplement, car elle avait raison. Ce n'était pas une famille conventionnelle. Elle n'était ni parfaite ni simple, mais elle était réelle. Et pour ceux qui étaient assis à cette table,
c'était exactement ce dont ils avaient besoin. La proposition inattendue s'était muée en un lien durable et profondément significatif. Les années s'étaient écoulées, et tant de choses avaient changé. Manon avait maintenant 10 ans. Elle était plus grande, plus assurée, plus ouverte au monde. La petite fille qui peinait autrefois à parler ou à regarder les gens dans les yeux tenait désormais des conversations, exprimait ses émotions et prenait part à la vie quotidienne. Sa progression avait été constante et stupéfiante. Son équipe de spécialistes avait suivi son évolution de près, mais l'heure d'une réévaluation complète était venue. Sa thérapeute actuelle organisa une batterie de tests, cognitifs, langagiers, sensoriels, psycho-affectifs. Au fil de plusieurs séances, Manon enchaîna les épreuves. Elle identifia des formes, suivit des instructions, lut des phrases simples, répondit à des questions, réagit à des stimuli verbaux et visuels. Lorsque les résultats furent disponibles, la thérapeute s'entretint avec Stéphane et Valérie et leur annonça, la voix chargée d'émotion, elle a dépassé toutes les étapes de développement attendues pour son diagnostic. Ses progrès sont incroyables. Stéphane écouta en silence, absorbant l'information. Valérie essuya une larme. Ils savaient tous deux que le chemin de Manon avait été long et ardu, mais il était désormais certain qu'elle s'épanouissait. Dans les semaines qui suivirent, la famille décida de fêter l'anniversaire de Léo par un dîner spécial à la maison. Un événement intime, réunissant les amis proches et la famille, ceux qui avaient jalonné leur histoire. La salle à manger était sobrement décorée de quelques ballons. Un gâteau fait maison attendait sur la table, et l'atmosphère était emplie de rires et de conversations détendues. Léo, plus âgé et plus grand, était devenu un adolescent calme et posé. Il était toujours très proche de Manon, l'aidant au besoin, mais lui laissant aussi son indépendance. Il réussissait brillamment à l'école, et Stéphane avait récemment commencé à le former au monde des affaires. Pendant le repas, on partagea des souvenirs, on plaisanta, on se servit les plats. Manon resta plutôt silencieuse, écoutant, souriant, chuchotant parfois à son voisin. Personne ne s'attendait à ce qu'elle prenne la parole devant tout le monde. Elle préférait les moments plus discrets. Mais au moment de débarrasser les assiettes et d'apporter le gâteau, un événement inattendu et inoubliable se produisit. Manon se leva de sa chaise. Sans précipitation ni maladresse. Elle se leva lentement et contourna la table en direction de Léo. Le silence se fit. Tout le monde s'interrompit, ne sachant à quoi s'attendre. Stéphane tourna la tête, et Valérie posa la main sur son cœur. Manon s'arrêta à côté de Léo, qui leva les yeux vers elle, surpris mais calme. Elle tendit la main et prit la sienne, la tenant délicatement. Puis, d'une voix claire et assurée, elle déclara « Merci de m'avoir vu ». Un silence absolu tomba sur la pièce. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Ce n'était pas seulement le contenu de sa phrase. C'était la manière dont elle l'avait prononcée. Les mots de Manon n'étaient ni appris, ni répétés. Ils venaient du cœur. Ce n'était pas un remerciement vague ou une formule de politesse. C'était spécifique. C'était profond. Léo cligna des yeux, la regardant, les siens s'emplissant de larmes. Un instant, il parut désemparé. Puis il se leva et la serra doucement dans ses bras, sans un mot. Manon se blottit contre lui et sourit. Cet instant résumait tout leur parcours. Stéphane et Valérie étaient assis côte à côte, leurs mains jointes sous la table. Nul besoin de mots entre eux. Leur regard disait tout, la fierté, la gratitude, un émerveillement partagé. C'était leur fille, autrefois prisonnière du silence, qui venait d'exprimer un sentiment d'une puissance inimaginable. Stéphane se leva, s'approcha de Léo et posa une main sur son épaule. « Tu nous as appris l'essentiel », dit-il d'une voix calme mais ferme. Valérie acquiesça. Autour de la table, quelques convives s'essuyaient les yeux. L'ambiance avait changé. Ce qui n'était qu'un simple dîner d'anniversaire s'était transformé en un moment d'une intense signification. Manon retourna à sa place, sereine et satisfaite. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Ces mots avaient suffi. Elle avait dit exactement ce qu'il fallait, à sa manière, à son rythme, et tous les présents savaient qu'ils venaient d'assister à un instant de grâce, un moment de vérité offert par une enfant jadis inaccessible. Léo se rassit lentement, encore sous le coup de l'émotion. Il balaya la tablée du regard, et tous lui sourirent, non par pitié, mais par respect. Au fil des ans, ils avaient appris à le connaître.
Il n'était pas seulement le garçon qui avait aidé Manon. Il était devenu un membre de leur famille. Quelqu'un qui, sans le vouloir, avait changé le cours de leur existence. Il y était parvenu en étant simplement là, en écoutant, en comprenant ce que nul autre ne pouvait voir. Et maintenant, en entendant ces mots de la bouche de Manon, il réalisait enfin l'importance de tout cela. Il ne s'agissait pas d'éloges ou de remerciements. Il s'agissait de savoir que Manon s'était sentie vue. Et cela, c'était tout. Les adultes échangèrent quelques mots à voix basse après cela, mais la conversation ne reprit jamais vraiment son cours normal. Le moment avait été trop intense. Manon avait accompli ce qu'aucun programme thérapeutique, aucun système éducatif ne pouvait enseigner. Elle avait exprimé une reconnaissance et un attachement profond. Et tout le monde, même les plus sceptiques, comprenait désormais la portée de ce geste. La soirée touchant à sa fin, les invités prirent congé les uns après les autres. La maison retrouva son calme. Léo aida à débarrasser la table pendant que Stéphane et Valérie discutaient doucement dans la cuisine. Manon était assise au salon, fredonnant pour elle-même, serrant contre elle la petite peluche que Léo lui avait offerte des années auparavant. Le monde extérieur avait changé. Le temps avait passé, les routines s'étaient modifiées. Mais au sein de ce foyer, quelque chose était resté immuable, l'amour, la patience, et la volonté de se voir les uns les autres. Ce dîner n'était pas une simple fête d'anniversaire. C'était le reflet de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Manon n'était plus un projet ou un cas clinique. Elle était une personne, comprise, respectée et aimée. Et tout avait commencé par un instant, bien des années auparavant, quand un garçon sur un chantier avait remarqué ce que personne d'autre ne voyait. Avec le recul, il était clair que cette famille, cette vie, cette évolution, tout découlait de cette simple décision de voir, de se soucier, d'être présent. Et grâce à cela, tout avait changé pour toujours. Et voilà, nous arrivons au terme de cette histoire. Je suis ravi que vous soyez restés jusqu'au bout. Un grand merci pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré ou détesté. N'oubliez pas de vous abonner. Musique.